Chapitre 12. Atlantique Nord, au large de Svalbard. Les 4 voleurs obéirent et se retournèrent. Barbeau était de retour, avec à ses côtés le lieutenant Sedler. Le sorcier était armé d'un pistolet pointé vers les mutins. « Gutermann, bien entendu !» s'exclama Sedler. « Qui d'autre aurait pu prendre la tête de cette mutinerie ? Messieurs Balz et Weiss, ce n'est pas très surprenant non plus. Mais je suis étonné de vous voir dans ce groupe, sergent Albrecht. Je m'attendais à mieux de votre part. »« Vous avez raison, lieutenant, » répondit Friedrich. « Nous sommes effectivement dans notre tort, et nous en acceptons les conséquences, car nous ne sommes pas passés par la voie hiérarchique. Mais nous ne sommes pas des mutins. Nous soupçonnions le sieur Barbeau d'avoir commis quelques méfaits pendant notre voyage, et nous en avons découvert les preuves. Écartez-vous, les amis, que le lieutenant puisse voir le coffre. » Kurt Gutermann se félicitait intérieurement d'avoir recruté le pasteur. Il conservait toujours son sang-froid et venait de le montrer d'une manière magistrale. Il s'écarta du coffre et tous purent voir le contenu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Sedler. « Une partie de notre mission, lieutenant, » répondit Barbeau. « Vous vous souvenez de notre conversation de l'autre jour, n'est-ce pas ? Il est question de magie dans notre aventure. Et la magie, tout comme la guerre, exige souvent des sacrifices. »« Nous sommes des soldats, monsieur Barbeau, » répliqua le lieutenant. « Pas des sorciers, et encore moins des assassins. Notre mission est de combattre d'autres soldats, et non de tuer des innocents. »« Oh !» s'exclama Barbeau. « Et pourtant votre armée en a tué énormément, rien que par les bombardements, et je ne parle pas des déportés. La guerre entraîne toujours des pertes civiles. C'est regrettable, mais c'est inévitable. Quant aux camps, ils ne sont là que pour écarter les ennemis du Reich. »« Est-ce que les femmes et les enfants sont les ennemis du Reich ?» murmura Albrecht. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Friedrich ?» demanda l'officier. « Ta gueule, curé !» grogna Gutermann. « Laissez-le parler, commanda Barbeau. « Voyez-vous, lieutenant, je pense que votre aumônier remet en question la politique menée par le Reich envers les inférieurs et les dégénérés. Il considère que nous les traitons trop durement. Cette opinion l'amène tout naturellement à juger notre mission de manière négative. J'avais pressenti ces réserves et suggéré au haut commandement de l'écarter de l'équipage, mais on ne m'a pas écouté. Vous avez assassiné cette fille. Un sacrifice regrettable, mais ô combien nécessaire. Et tous ces gens brûlés. Un autre sacrifice nécessaire. C'est intéressant que vous fassiez le lien entre les deux, car ces deux sacrifices sont similaires dans leur finalité. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça, soupira Albrecht, horrifié. Mais je n'avais pas compris la première fois. Le Moloch des Carthaginois. Entre autres, confirma Barbeau avec un sourire. Mais vous oubliez que ça n'a pas porté chance à Carthage. Les Romains les ont tout de même écrasés et rasé la ville. En effet, renchérit Barbeau. Parce que les Carthaginois se sont montrés radins. N'oubliez pas qu'ils étaient juifs. Les Romains ont été plus malins qu'eux, et eux aussi ont offert des sacrifices et des temples aux dieux de leurs ennemis. Les Romains étaient capitalistes. Ils avaient assez d'or pour corrompre n'importe qui, même les dieux. « Mais de quoi parlez-vous » demanda Sedler. « Ça suffit, Friedrich » supplia Gutermann. « Ne dis rien de plus. »« Pourquoi » répliqua Barbeau. « Vous avez peur de la vérité ?»« La vérité ! Je vais vous la dire » s'exclama Albrecht. « Cette fille, vous l'avez tuée, pour l'offrir à la grande prostituée, à la mère des abominations, qui chevauche la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. »« Ferme ta gueule » rugit Gutermann. « Non, qu'il s'explique » ordonna Sedler. « J'aimerais bien comprendre le fin mot de l'histoire. » Le signor Barbeau avait écouté l'invective du pasteur sans y répondre, avec son indéfinissable sourire et ses yeux pétillants de malice. Pour qui se prenait donc ce misérable curé de campagne pour comparer son catéchisme avec la science d'un maître parmi les maîtres? Evangelisto Barbeau était possesseur des mots de pouvoir qui aveuglent l'esprit humain et les soumettent à sa volonté, et il utilisa le plus terrible de ces mots. « Propagande bolchevique » murmura-t-il. Et sur Karl Weiss, qui n'avait strictement rien compris à cet échange, ces 2 mots eurent un effet immédiat. «
Espèce de traître hurla-t-il en se jetant à la gorge du pasteur. Gutermann s'interposa, mais Karl avait une poigne d'acier. Il le repoussa sans ménagement. « Arrêtez de vous battre immédiatement » ordonna Sedler. Ludwig recula contre le mur en levant ostensiblement les mains. Mais entre ses trois compagnons, la mêlée battait son plein. D'un violent coup de poing, Karl avait projeté le pasteur à l'autre bout de la cabine, à moitié assommé. À présent, ses doigts se refermaient autour du cou de Gutermann. Barbeau admirait le spectacle, avec un plaisir évident, et sans la moindre intention de l'interrompre, tandis que Sedler sortit son arme. « Arrêtez de vous battre » répéta-t-il. « C'est un ordre. Arrêtez ou je tire !» Arrêtez de se battre. Gutermann aurait donné cher pour pouvoir arrêter de se battre. Le pasteur Albrecht était allongé, sonné après avoir été projeté contre la paroi. Ludwig levait lâchement les mains en l'air. Barbeau le narguait du regard et Sedler était incapable de se faire obéir. Personne n'empêcherait Karl de l'étrangler. Alors que ses poumons étaient en feu et qu'il tentait vainement de repousser son adversaire en ouvrant fébrilement la bouche comme un poisson hors de l'eau, ses doigts rencontrèrent un objet qu'il n'eut aucun mal à identifier, le manche d'un poignard. Le poignard à croix gammée que Karl Weiss arborait fièrement à la ceinture. Gutermann n'hésita pas. Il saisit l'arme et frappa. Il frappa et frappa encore. Mais Karl ne lâcha pas sa proie. Ses ongles sales s'enfonçaient dans le cou de Gutermann. « Alarme !» C'était la voix du jeune Heinrich. Elle provenait de l'avant du bâtiment et n'avait aucun lien avec le drame qui se déroulait dans la cabine. Le sous-marin venait d'être repéré et tout l'équipage devait se mobiliser pour la plongée. Le sol se déroba sous les pieds des occupants de la cabine. Le sous-marin plongeait. Tous perdirent l'équilibre, à l'exception de Sedler qui avait anticipé le mouvement. Mais Barbeau n'avait pas seulement perdu l'équilibre. Il avait également perdu son arme, qui glissa jusqu'au pied du pasteur, toujours inconscient, en passant littéralement sous le nez des deux combattants. Et c'est à quatre pattes que les deux marins se précipitèrent sur l'arme. Karl atteignit le pistolet le premier. Il savait qu'il allait mourir. Il l'avait compris, en sentant dans sa bouche le goût de son propre sang. Mais il tuerait les traîtres avant. Gutermann, qui avait la ferme intention de rester en vie, n'était pas moins motivé. Il saisit le bras de Karl d'une main et de l'autre tira ses cheveux. Et à 3 reprises cogna sa tête contre le sol, plus fort qu'il le put. Un bruit d'éclaboussure se fit entendre. Karl cessa de bouger. « C'est terminé, monsieur Gutermann. Remettez-moi ce pistolet. » Le canon de l'arme du lieutenant Sedler était à quelques centimètres de la tempe de Gutermann. « Le voici, mon lieutenant, » répondit le matelot, en mesurant soigneusement la lenteur de ses gestes. « Je ne voulais pas de cette bagarre. »« Vous expliquerez ça à la cour martiale. Ceci n'est plus de mon ressort, » répliqua le lieutenant, en récupérant l'arme. « À présent, passez devant, tous les deux, et prenez bien garde à ce que vous faites. »« J'aimerais récupérer mon arme, » demanda Barbeau. « Il n'est pas dans la coutume de ce bâtiment que les passagers soient armés, monsieur Barbeau. Seul le capitaine est apte à juger si vous méritez une exception. Balz, voulez-vous vérifier si le soldat Weiss et le sergent Albrecht sont encore en vie et en état de marche ?» Ludwig Balz s'exécuta sans dire un mot. Il retourna le corps de Karl, qui fixait maintenant le plafond, les yeux grands ouverts. « Il est mort, mon lieutenant. » Il s'occupa ensuite du sergent Albrecht, qui sortait lentement de sa torpeur. « Frédéric va s'en sortir, mais je ne pense pas qu'il soit en état de marcher. »« Alors qu'il reste ici, » répondit Sedler. « Et puisque vous êtes accroupi, ramassez le couteau de Karl et donnez-le-moi. » Ludwig fit la grimace. Le couteau en question était enfoncé jusqu'à la garde dans le ventre du soldat. « Je veux que ce soit vous qui le ramassiez, » insista Sedler. Gutermann manie trop bien le couteau pour qu'on lui confie cette tâche. Avec un dégoût qu'il ne se donna pas la peine de cacher, Ludwig extirpa l'arme du cadavre et la remit à l'officier. « C'est parfait, fit Sedler. À présent, nous allons nous rendre à l'avant du navire. Vous resterez consignés tous les deux dans la cabine des officiers, sans le moindre contact avec le reste de l'équipage, jusqu'à ce que le commandant décide de votre sort. Maintenant, passez devant et sortez de la cabine. »